Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi d'être parmi vous, d'autant plus que je suis moi-même lorrain, comme j'imagine beaucoup d'entre vous dans cette salle. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au pays des mots, au pays du temps et de la science. Et en guise d'entrée en matière, je vous soumets cette phrase de René Char qui dit « Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux ». En gros, c'est puissant les mots. Et dans mon métier de journaliste et de vulgarisateur, gratter autour des mots, de leur origine, de leur signification, c'est une des facettes de ce métier. Et je vous propose aujourd'hui de passer en revue un certain nombre de mots, mais aussi de concepts, d'époques, autour du thème qui nous réunit aujourd'hui, changer d'air. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si notre univers a 13,8 milliards d'années, notre Terre, à côté, c'est une jeunotte. Elle a 4,56 milliards d'années seulement, un chouïa moins que notre Soleil. Et pour appréhender cet âge de la Terre, les scientifiques ont choisi de diviser cet âge en grosses tranches qui s'appellent des éons. Donc c'est simple, il y a 4 éons que je vais doucement passer en revue avec vous, et vous allez voir que rien que le nom de chacun de ces éons raconte à peu près ce qui s'y est passé. Ce que vous voyez ici, c'est que ces éons sont séparés par d'immenses révolutions dans le domaine du vivant, qu'on va aussi rapidement passer en revue pour bien comprendre ce qui s'est passé, mais ce sont des limites arbitraires, des repères qui nous aident à voyager dans nos lointaines origines. Alors, pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est un éon, c'est la plus grosse tranche de la division du temps en géologie, eh bien, c'est un peu comme, si on rapporte ça à un humain, c'est un peu comme parler de l'enfance, de l'âge adulte, de la vieillesse. C'est ça les éons, c'est des super âges, ce sont de super aires si vous préférez. Et nous, on est tout au bout, là où il y a la flèche, et vous voyez que plus on se rapproche de la fin, plus les aires sont compressées, plus elles sont précisées. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez tous l'intuition. Vous connaissez mieux votre père et votre grand-père que votre arrière-grand-père. Bon. Donc le premier éon s'appelle l'Adéen. L'Adéen, c'est un beau nom, il vient du dieu grec des enfers qui s'appelait Hadès, le royaume d'Hadès. Et pourquoi ce premier rayon, ce premier âge de la Terre, l'enfance de notre bébé Terre? Eh bien, tout simplement parce que cette Terre était invivable. Il n'y avait pas de vie à l'époque, la vie n'était pas possible, il y avait des pluies de météorites, il y avait du volcanisme, en veux-tu, en voilà, il y avait des gaz qui rendaient toute vie absolument impossible. Et ce premier rayon se finit à l'occasion d'un événement majeur, dont vous avez tous aussi l'intuition, il y a 4 milliards d'années, c'est tout simplement l'apparition de la vie sur Terre. Et ça marque le début du deuxième éon qui s'appelle l'Archéen. L'Archéen, c'est un mot qui peut-être vous évoque l'archéologie, l'archétype. Et ce mot arché, cette racine grecque, signifie tout simplement le début, le commencement. Et archéen, c'est aussi le nom d'un certain type d'animaux qui s'appellent les archées, j'ai dit une bêtise, qui sont très voisins des bactéries, et qui sont à la base de notre grand buisson du vivant. Et le vivant apparaît à cette époque. Et notre grand-mère, notre grand-père commune, s'appelle, vous en avez peut-être l'intuition, il s'appelle Lucas. C'est un acronyme anglais qui signifie Last Universal Common Ancestor. En français, c'est DACU, ça sonne moins bien, dernier ancêtre commun universel. Et ce DACU, vous voyez, il est au centre de ce grand buisson du vivant. Et nous, on est en banlieue du vivant, là, dans notre espèce de primate. Et donc, comme je le disais, l'archéen, ces formes de vie, les bactéries et les archées, évoluent progressivement. Mais cet archéen se finit il y a 2,4 milliards d'années, à l'occasion d'un nouvel événement incroyable et qui fait date, et qui s'appelle la grande oxygénation. Alors, qu'est-ce que c'est la grande oxygénation? Eh bien, ça implique des bactéries qui s'appellent les cyanobactéries, les bactéries bleues, qui utilisent le CO2 qu'il y avait à l'époque en grande quantité dans notre atmosphère, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, et elles pratiquent quelque chose qui s'appelle la photosynthèse. Le fait que ces cyanobactéries font ça nous font rentrer dans le troisième éon qui s'appelle donc le protérozoïque. Le protérozoïque, c'est ce qu'indique cette transition. Donc la photosynthèse, c'est ce qui existe encore jusqu'à aujourd'hui dans les plantes, et les petites cyanobactéries, vous voyez, c'est ce qu'il y a à gauche.
Donc la photosynthèse consiste à, à métaboliser du dioxyde de carbone avec de l'eau en présence de lumière, et bien ça donne des matières organiques et ça rejette du dioxygène, de l'oxygène. Donc ce protérozoïque, c'est un néon que j'ai surnommé l'accordéon. Des quatre, c'est celui qui dure le plus longtemps. Il dure quasiment 2 milliards d'années. Donc la vie évolue beaucoup pendant le protérozoïque, et le nom même du protérozoïque signifie tout simplement les premiers animaux. C'est ça que ça veut dire le protérozoïque. Et ce protérozoïque se termine il y a un demi-milliard d'années. Sur cette fin, on rentre dans le quatrième éon, qui est notre éon actuel, on est dedans, qui s'appelle le phanérozoïque. Et là encore, c'est un mot où il y a beaucoup de syllabes qui paraît un peu compliqué, mais au final, il est assez simple, ce mot, ça veut dire l'ère des animaux apparents visibles. Pourquoi ça dit ça? Tout simplement parce que c'est l'ère où on a retrouvé beaucoup de fossiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le temps, les 9 dixièmes de l'âge de la Terre qui précèdent, 86% du temps de l'âge de la Terre, eh bien, il n'y a quasiment pas de fossiles. C'est pour ça que notre éon s'appelle le phanérozoïque. Vous voyez qu'il est subdivisé en plein de petites périodes. Alors, maintenant, je vais mettre le focus sur notre éon, le phanérozoïque. Et là, il y a des noms d'ères et de périodes que vous commencez peut-être à mieux situer, que sont l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, et puis toutes les petites subdivisions qui s'appellent des périodes. Alors, là encore, voyage au pays des mots, l'ère primaire, elle a d'autres noms. Elle a surtout un surnom. L'ère primaire, c'est le paléozoïque, donc l'âge, l'ère des animaux anciens, mais aussi, surtout, l'ère des poissons, c'est son surnom. Parce que à moins 540 millions d'années, eh bien, c'est ce qu'on appelle, l'explosion du Cambrien, l'explosion cambrienne. Ça veut dire qu'à cette époque, il y a une multiplication des formes de vie, dont les poissons, qui prennent beaucoup de formes, qui commencent à grossir, à diminuer, à prendre beaucoup de formes très différentes. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'ère des poissons. En moins de 250, il y a la pire extinction de masse de tous les temps. Vous savez, vous avez sans doute entendu parler que nous sommes dans une 6e extinction de masse aujourd'hui. Il y en a 5 majeures qui ont précédé. Et la pire de toutes, c'est celle qui est à la frontière entre l'ère primaire et l'ère secondaire, entre l'ère des poissons et l'ère des dinosaures. Parce qu'après l'ère primaire, eh bien, on entre dans cette ère de Jurassic Park, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est l'apparition des dinosaures. Ces dinosaures, là aussi, je pense que, vous voyez, plus on est proche de nous, plus vous avez sans doute des idées de ces dates. Il y a 66 millions d'années, ces dinosaures sont absolument éradiqués par non pas seulement une météorite, mais beaucoup de volcanisme, qui est un peu le lot commun de toutes ces grandes extinctions de masse. Et à partir de là, il y a débat au sein de la communauté scientifique, mais cette ère tertiaire, qu'on surnomme aussi l'ère des mammifères, parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et en l'occurrence, les souris de cette époque, c'était les premiers mammifères. Donc le surnom de l'ère tertiaire, c'est l'ère des mammifères, dans laquelle nous sommes, parmi ces mammifères, d'évidence, les primates. Et je disais qu'il y a débat pour l'existence même de l'ère quaternaire, qui est très anthropocentrée, puisqu'il y a 2,6 millions d'années, cette date a été choisie pour différencier l'ère tertiaire de l'ère quaternaire, simplement parce que cette date marque le début du buissonnement du genre Homo, nos ancêtres. C'est-à-dire qu'ils sont sortis d'Afrique et ils sont allés coloniser l'Asie et l'Europe. Donc c'est pour ça que cette date a été arbitrairement choisie, comme toute, pour marquer la différence entre ces deux périodes. Vous voyez aussi que toutes les périodes de l'ère tertiaire finissent par sen. Sen, ça vient d'un mot grec kainos, qui signifie nouveau. Donc à chaque fois, c'est nouveau ci, nouveau ça. C'est ça que ça veut dire, en résumé. Et j'en arrive à une autre date éminemment importante, peut-être dont vous avez aussi entendu parler. Il y a 12 000 ans, c'est la fin de ce qu'on appelait les chasseurs-cueilleurs, qu'on ferait mieux d'appeler les cueilleurs-chasseurs, parce qu'ils cueillaient beaucoup plus qu'ils ne chassaient à cette époque. Et donc c'est le début de l'agriculture et de l'élevage. Et en résumé, cette date marque le début des emmerdements. C'est-à-dire que à cette époque, c'est aussi le début de l'accumulation des richesses, donc de l'augmentation et de la diversification des hiérarchies sociales, des premières razzias, des premières guerres. Donc, il y a 12 000 ans, les paradigmes changent. Là, je vais être obligé de faire une petite ellipse, mais vous êtes très familier des époques qui se sont succédées. Il y a eu évidemment l'Antiquité, ensuite il y a eu le Moyen-Âge, sur lequel je passe vite, mais la période suivante qui me paraît intéressante, c'est la Révolution industrielle. À partir de la Révolution industrielle, là encore, la donne change. C'est-à-dire que l'humain commence à extraire tellement de charbon, de pétrole, il commence à polluer, il commence à ravager le vivant, les frères et sœurs du vivant autour de lui,
les océans s'acidifient, la pollution, le plastique, enfin je fais à grands traits, mais en résumé, le début de l'ère industrielle marque un tournant dans notre destin commun. Et pour ça, les scientifiques ont commencé à se demander si notre période actuelle, qui s'appelle l'Holocène, ça veut dire l'ère du climat constant, parce que notre climat n'a pas changé depuis 12 000 ans, elle est toute rikiki, hein, notre ère actuelle, qui s'appelle l'Holocène. Elle a été précédée du Pléistocène, qui était une ère de yo-yo en nage de glace, vous savez, comme dans le film d'animation, et par de brèves périodes un peu plus chaudes. Bref, donc là, nous, on est dans l'Holocène, et certains scientifiques, comme le néerlandais Joseph Krunsen, qui est donc prix Nobel de chimie 95 et météorologue, il a proposé avec son collègue états-unien Eugene Stürmer de requalifier notre ère actuelle en anthropocène. Jusque-là, tout va bien. C'est un terme qui est apparu déjà il y a 25 ans, enfin 24 ans, vous voyez, dont le grand public s'est emparé. Mais il y a un petit souci. Ce terme est aujourd'hui très discuté par les spécialistes, puisque, et je vous invite à y réfléchir vous-même, est-ce que c'est vraiment l'humanité dans son entièreté qui fait qu'on en est là aujourd'hui, ou est-ce que c'est le système économique que nous nous sommes choisis collectivement qui s'appelle le capitalisme? Donc ce monsieur qui s'appelle Andreas Malm, qui est un géographe suédois, a proposé en 2009 un autre terme plus précis, qui est le capitalocène. Alors, ce ne sont pas les premiers mots en scène qui sont apparus. Donc là, je remonte un peu dans le temps, mais dès les années 70, on a Cocorico, un biologiste français qui s'appelle Maurice Fontaine, qui avait proposé comme nom en scène le molismocène. Molismo, c'est une racine grecque qui signifie tout simplement déchet. Donc l'autre surnom de cette aire proposée, de ce nom d'air, c'est le poubellien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et il y a d'autres propositions qui ont été faites depuis. En 2014, Donna Haraway, qui est une États-Unienne, qui est philosophe, propose avec sa collègue Anat Singh le terme de plantationocène. Et le plantationocène fait référence à un autre clivage, un autre changement majeur qu'il y a eu dans notre destin commun, c'est-à-dire le passage de ce qu'on appelle la polyculture-élevage, c'est-à-dire en gros la ferme de papy à l'ancienne, avec un peu d'animaux, un peu de plantes, un peu de ci, un peu de ça, à l'agriculture et à l'élevage intensif. Ça, le nom est transparent, c'est le plantationocène. Donc elle pense que c'est suffisamment énorme et ravageur pour requalifier notre Holocène en plantationocène. Il y a d'autres propositions. Notre Bernard Stiegler national, qui malheureusement est mort il y a quelques années, propose un autre anthropocène écrit différemment. Et je sais que je m'adresse à des ingénieurs, vous voyez ce qu'il y a derrière. L'entropie, c'est une grandeur physique qui désigne le degré de désordre, pour faire simple. Et ce que dit Bernard Stiegler, c'est qu'avec toute notre hyperconsommation, hyperproduction, automatisation de tout ça a un coût sur l'environnement, le climat, le reste du vivant. Et donc, selon lui, bien sûr, il va falloir rectifier le tir en matière d'entropie. Il va falloir en revenir à un degré de désordre moins coûteux pour nous autres et surtout pour le climat et la biodiversité. L'inépuisable Donna Haraway, dont j'ai déjà parlé, a proposé sans doute le nom le plus rigolo, je vais dire, de tous, qui est le Cthulhucène. Alors, je ne sais pas s'il y a des fans de Lovecraft dans la salle, mais Cthulhu n'est pas ce monstre de Lovecraft, un géant à face de poulpe. Elle a d'ailleurs, c'est pas tout à fait le même orthographe, il y a un H dans ce cas-là. Le Cthulhucène fait référence, alors c'est assez compliqué, mais aux divinités souterraines vers lesquelles il faudrait nous replonger pour nous tisser un avenir commun et repenser un peu tout ce qu'on est en train de faire. En gros, le Cthulhucène, c'est un peu en revenir aux sources de nous autres humains, mais aussi de retrouver la connexion avec le vivant. C'est ça, en gros, que ça veut dire. Peu d'entre vous ignorent que chaque été, dans l'actualité, on parle malheureusement très souvent des méga-feux. Donc, une autre Française, Joëlle Zas, qui est aussi philosophe, propose le terme de pyrocène. Pyro, c'est le feu en grec. Donc, l'ère des méga-feux. C'est une autre proposition qui a été faite. Et puis, il y a une ribambelle d'autres noms. Hein, ce n'est pas exhaustif, la liste que je vous propose, c'est juste pour vous donner quelques repères. Mais il y a un terme transparent qui est l'accumulocène, l'ère de l'accumulation. Il y a le pibocène, où tout est basé dans nos vies sur le PIB et l'accumulation de richesses aussi. Il y a le galocène, alors qui est rigolo et demi, en fait pas tant que ça. Galocène, gallo, c'est le poulet. Et c'est Jean-Baptiste Fressos, un historien de l'environnement, qui a proposé ce terme. Et galocène
voilà, fait référence au fait que nos archéologues du 3e millénaire trouveront beaucoup d'autres poulets dans nos couches géologiques. C'est ça que ça veut dire. Vous savez qu'il y a plus de poulets dans le monde que les 150 espèces d'oiseaux les plus nombreuses réunies, goélands et tourneaux, etc. Donc ça vous donne vous savez qu'il y a 95% du vivant, des mammifères vivants qui sont composés par l'humain et son bétail, et il ne reste que 5% de vertébrés sauvages. Donc, Jean-Baptiste Fressos a proposé, pour finir, un autre terme qui est sombre, sombrissime, qui est le thanatocène. Eh bien, thanato, en grec, c'est la mort, donc c'est l'ère au cours de laquelle l'humain éradique, plus ou moins en conscience, ce qu'il a autour de lui. Voilà. Je vous propose une dernière scène, pour finir, une dernière mise en scène. Je ne sais pas si vous avez reconnu ce tableau, c'est un tableau de Léonard de Vinci. Et sur ce tableau, on voit 12 apôtres. Alors, vous dites pourquoi 12? Eh bien parce que 12, c'est un nombre très particulier. Encore une fois, je suis entouré d'ingénieurs. 12, j'ai appris que c'était un nombre sublime. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un nombre sublime. Un nombre sublime, c'est un nombre dont le nombre de diviseurs est un nombre parfait. J'explique dans un instant ce que signifie parfait. Et la somme de ces diviseurs est aussi un nombre parfait. Un nombre parfait, c'est tout simplement un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs. Donc 6, c'est 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Le deuxième nombre parfait, c'est 28. Le troisième, c'est 496, etc. Donc, vous voyez, 12, c'est un nombre qui est encore un cran au-dessus en termes de merveilleux. Et pourquoi et 12, comme vous le savez, est très présent dans beaucoup de choses qui nous entourent. Dans l'histoire, je pense aux 12 tribus d'Israël, je pense aux 12 chevaliers de la table ronde, je pense aux 12 signes du zodiaque. C'est aussi un très fort symbole du temps qui passe. Vous savez qu'il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 heures dans la journée. C'est un nombre très pratique aussi pour le commerce. Et puis c'est surtout un symbole, 12, c'est surtout un symbole d'équilibre, d'un équilibre qu'il faudra retrouver. Alors, j'avais oublié de vous dire qu'il n'y a que 2 nombres sublimes connus. Le premier, c'est 12, et le deuxième, il a 76 chiffres. Je vous le mets là pour info. Voilà, donc en revenir à l'équilibre, c'est pour ça que je vous ai parlé de toutes ces facettes du nombre 12, de tous ces âges de la Terre, etc. Pour en reboucler la boucle avec ce que je disais au début, nommer les choses, c'est déjà les posséder, les comprendre. Comprendre, c'est bien, mais toute cette compréhension, toutes ces explications passives de l'ordre de regarder passer les trains ne suffisent plus aujourd'hui. Et il est urgent de se poser la question du réenchantement, de l'émerveillement, qui, in fine, devra nous mener à l'action individuelle et collective. Et il y a quelqu'un qui résume ça très bien, que vous connaissez tous, qui s'appelle le commandant Cousteau, qui a dit cette phrase, qui est un pilier de tout ce que je fais: on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime. Merci pour votre attention.